Salut à toutes et à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un épisode de GoWDW, le podcast auquel participe régulièrement Fanny. C'est une Française installée à quelques minutes des parcs de Walt Disney World. Vous la connaissez tous maintenant et vous êtes nombreux régulièrement à lui poser des questions sur sa vie et sa vie de rêve aux États-Unis, tout près de Walt Disney World, sur sa passion. Elle vous partage également régulièrement sa vie sur sa page Facebook Disney USA. Et on a eu l'envie de répondre justement aux questions les plus fréquentes qui lui sont posées, savoir un petit peu comment elle est arrivée. Elle est partie de France pour s'installer aux États-Unis et pourquoi pas donner envie à d'autres qui nous écoutent de réaliser ce même rêve. On va la rejoindre tout de suite dans le studio juste après le générique. À tout de suite. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et nous voici donc de retour dans le studio pour l'enregistrement de cet épisode. On va accueillir tout de suite Fanny. Salut Fanny. Salut à tous, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, avec le générique que tu viens de me passer, j'ai envie d'aller à Walt Disney World, dis donc. Ça tombe bien, c'est pas très loin de chez toi, je crois. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, effectivement, tu vis toi à Célébration. On va peut-être commencer cet épisode par rappeler ce qu'est Célébration. Alors Célébration, c'est une ville qui a été créée par la Walt Disney Company en 1994 sur le modèle à la base, l'idée d'Epcot. Donc Epcot, pour Walt Disney, au départ, c'était une ville du futur, mais c'était pas du tout un parc à thème. Et en fait, ils ont repris ses notes, ils ont repris les plans qu'il avait dessinés à l'époque, et ils ont créé cette ville entière qui est sur un modèle très parfait entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes des autres communautés. Déjà, c'est une communauté ouverte. Aux États-Unis, c'est assez rare. Soit c'est complètement ouvert, soit c'est fermé. Et là, on a aussi des magasins, on a des restaurants, on a beaucoup du coup de touristes. Et moi, j'avais trouvé ça une fois quand on était venu en vacances en Floride, parce que je cherchais vraiment tout ce qui avait rapport avec Walt Disney et la Walt Disney Company. Et j'avais trouvé cette ville. On avait visité et on était complètement tombés amoureux parce que c'est vrai que même l'architecture est complètement différente. Les gens sont différents, donc quand on a visité la première fois, on est revenu en France, on a dit à toute notre famille, bon, on a trouvé où on veut vivre, on fera ce qu'il faut, on ira là, c'est sûr, un jour, on déménage. Bon, et alors entre l'idée de départ qui a germé et le passage à l'acte, le déménagement aux États-Unis, il s'est passé combien de temps? On va voir avec toi dans cet épisode qu'on enregistre en direct d'ailleurs. On est en public ce soir, donc on va répondre aussi aux questions en direct de nos auditeurs. Mais on va voir avec toi dans cet épisode toutes les démarches que vous avez dû effectuer effectivement pour quitter la France et emménager à Célébration aux États-Unis. Mais entre l'idée de départ justement et ce déménagement, il s'est passé combien de temps? Alors, nous, en fait, déjà, on est fans de Disney depuis toujours. Depuis moi-même petite, mon mari, c'est pareil. Nous, nos vacances, quand on a commencé à travailler, c'était à Disneyland Paris. Il n'y avait pas de questions à se poser. Notre voyage de noces, ça a été une Disney Cruise Line en 2001, donc ça remonte. Et déjà à l'époque, notre premier voyage aux États-Unis et première expérience avec Disney aux États-Unis, Walt Disney World et la Disney Cruise Line, déjà à ce moment-là, on était complètement conquis. On est retourné ensuite tous les ans, voire plusieurs fois par an en vacances. Et déjà, là, on avait déjà dit qu'on voulait peut-être pas encore vivre là, parce que c'était vraiment pour nous irréalisable à l'époque, mais en tout cas aller souvent retourner. Et c'est vrai que le fait d'y retourner plusieurs fois, de commencer à voir aussi la vie, de trouver Célébration, ça nous a vraiment conforté là-dedans. Et donc on a fait notre voyage de noces en 2001. Et on a emménagé en 2017. Donc ça a mis du temps. Oui. C'est quelque chose qui se prépare, c'est ce que je dis souvent, c'est pas sur un coup de tête. C'est réalisable, oui, mais il y a beaucoup de concessions à faire et il y a beaucoup de préparation surtout. Bon, effectivement, 16 ans donc entre l'idée de départ et le déménagement. Donc, ça prend du temps, mais c'est pas irréalisable. Effectivement, on va le voir avec toi puisque c'est ce rêve
que tout le monde a. Hein. J'imagine que tous ceux qui nous suivent ce soir et qui nous suivent en soit en vidéo sur notre chaîne YouTube ou en audio sur les plateformes telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ont ce rêve. Tous ceux qui sont allés à Disney World disent je veux y vivre en fait. C'est tellement magique, c'est tellement féerique. Toi, tu as franchi la barrière et tu as réalisé ce rêve. Et donc, on va voir avec toi toutes les démarches qu'il a fallu que vous fassiez. Alors, il faut savoir que tu viens. Alors, on va peut-être laisser deviner les auditeurs. Il y a un blason, regardez dans le studio, le blason en haut à gauche sur le mur. Peut-être que certains de nos auditeurs ce soir vont le reconnaître. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, tu l'as dans la peau, effectivement, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. On le voit donc en vidéo. Tu es tatoué de la croix de Lorraine, puisque tu viens de là à l'origine. Tu vivais là-bas quand tu as déménagé, hein, c'est ça? Oui, moi j'ai toujours vécu en Lorraine depuis ma naissance. On a bougé de ville, hein, mais vraiment l'une à côté de l'autre à chaque fois. Quand j'ai connu mon mari, on s'est installé la ville à côté de ma ville de naissance, de ma ville où j'habitais avec mes parents. Ensuite, quand on a eu nos enfants, qu'on a eu notre maison, on a déménagé la ville encore à côté, à 2 kilomètres. Donc on bougeait 2 kilomètres en 2 kilomètres, pas plus loin. Donc on est vraiment resté toujours. Mon mari est de là aussi. Donc oui, c'est vraiment la Lorraine, c'est là où j'ai vécu et où j'ai grandi et où je suis restée jusqu'à mes 36 ans. Donc oui, c'est ça. Je suis en train de calculer. On compte pas. Voilà, j'ai fait toute ma vie là-haut, donc c'est vraiment mes racines. Bon, et puis vient ce moment où vous découvrez donc Walt Disney World, enfin la Cruise Line d'abord en 2001, donc si je ne me trompe pas. Et puis là, c'est le coup de cœur, comme un peu tout le monde là, comme je disais tout à l'heure. Quand on va du côté de la Floride et des parcs Disney en Floride, c'est le coup de cœur. Mais évidemment, pour beaucoup de monde, ça reste un rêve, parce que déjà, aller vivre aux États-Unis, même si c'est pas près de Disney, c'est un rêve, et c'est surtout quelque chose qui paraît souvent inaccessible à cause de cette fameuse carte verte. On va en parler avec toi, parce que effectivement, on ne déménage pas aux États-Unis sur un claquement de doigts. Il faut quand même être autorisé par le gouvernement américain à y rentrer et surtout à y rester. Moi, justement, c'est quelque chose qui me paraît inaccessible, cette carte verte. Est-ce que c'est si compliqué à obtenir que ça? Déjà, on passe pas par la carte verte en premier, on passe par un visa. Oui. Donc ça, c'est la première chose. La carte verte, c'est même la deuxième étape, on va dire, dans l'immigration. Parce qu'au départ, à part si on la gagne, parce qu'il y a un concours tous les ans pour la gagner. Donc c'est un concours, par contre, entre parenthèses, qui est gratuit. N'allez pas sur des sites payants, parce que souvent, il y a des scams là-dessus. C'est quelque chose qui est organisé par l'État, qui est complètement gratuit. Donc n'allez pas payer quelqu'un pour le faire à votre place, c'est gratuit. Si on le gagne, là, c'est la carte verte directement. On passe directement à l'étape 2, on saute une classe et on a tout de suite le diplôme. Mais autrement, sans ça, si on veut partir de France pour aller aux États-Unis, chaque pays a des désolée, je cherche mes mots en français, je suis désolée, au bout de 7 ans, je fais mon Jean-Claude Van Damme. Donc, chaque pays a des accords différents. Nous, c'était avec la France, on connaît beaucoup de Belges aussi qui sont venus ici. Nous, par exemple, pour notre visa, il y a plein de visas différents. Donc, ce que je conseille toujours à toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui me parlent d'immigration, la première chose à faire, c'est de voir un avocat d'immigration. Parce que chaque cas est différent. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre pays d'origine, ça dépend de votre situation familiale, ça dépend de vos revenus, ça dépend de ce que vous savez faire comme métier, parce que ça peut rentrer en compte aussi, de vos capacités. Donc, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et de là, ils vont pouvoir vous dire sur quel visa aller, comment le préparer, comment monter le dossier, s'ils peuvent vous aider ou pas, les chances de réussite. Parce que ça aussi, moi, je sais que mon avocate d'immigration à l'époque, on avait parlé de tout ça et elle m'a dit, moi, c'est simple, je ne prends que des dossiers qui, à 90%, vont passer. Je ne prends pas de dossiers sachant qu'ils ne vont pas passer parce qu'après, ils ont des quotas de réussite, donc c'est pas bon non plus pour eux. Donc, ils sont assez difficiles là-dessus, mais il vaut mieux aussi savoir tout de suite si on a un dossier qui est bon ou qui n'est pas bon. Alors, quels sont les critères d'acceptation des États-Unis alors? Alors, ça dépend du visa. Moi, je connais que mon visa, parce que c'est celui-ci qu'on a dû préparer et on a fait un dossier pour celui-ci. Donc, nous, notre visa, c'est ce qu'on appelle un E2. Donc, c'est visa entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire qu'on doit créer ou racheter une entreprise aux États-Unis
Et on doit monter donc tout un business plan là-dessus. Mais c'est pas que l'entreprise. Ils vont faire une étude de la famille en général, parce que vous pouvez avoir des enfants petits, grands, ça dépend de leur âge. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis il y a tout l'aspect immigration et il y a tout l'aspect finance aussi qu'il faut étudier, parce qu'il faut faire attention. Il y a de l'imposition, il y a plein de choses comme ça. Donc tout ça, ça a étudié vraiment, vraiment avant de partir. C'est quelque chose. On peut avoir le coup de cœur pour les États-Unis, on peut venir en vacances. Nous, au début aussi, tout le monde nous a dit oui, bah, c'est parce que c'est les vacances, ça vous plaît, etc. On s'est vite rendu compte que non, que c'était pas que ça. On se sentait vraiment chez nous et que c'était vraiment un projet sérieux et qu'on voulait vraiment que ça aboutisse. Mais à partir du moment où on se dit vraiment on y va et il faut tout faire pour arriver à ce visa, il faut être préparé parce que ça peut être très difficile. Parce que non seulement il y a la barrière de la langue, ça dépend aussi de son niveau en anglais, il y a la barrière culturelle, parce qu'ici c'est beaucoup d'avocats, donc on n'a pas l'habitude d'utiliser les avocats forcément en France, hein, c'est pas... Là, on n'a pas forcément un avocat en France, là on est obligé d'en avoir un. Il y a le décalage horaire, donc dans les mails et tout ça, il y a un petit décalage horaire, donc des fois vous avez des questions très importantes, très urgentes, et vous avez toujours un décalage, donc c'est stressant. Et voilà, après il faut vraiment savoir que c'est un beau projet, c'est faisable, un avocat d'immigration vous aidera. Par contre, ça va être une enquête sur toute votre vie, ça va être une enquête sur des choses des fois qui vous plaisent pas forcément. Il faut être préparé financièrement parce que quand on vient ici, les États-Unis vous veulent pas, hein, donc il faut pas croire qu'on a des aides ou quoi que ce soit. Il faut être capable de s'autofinancer, on va dire, et de le prouver. Et quand on vient avec un visa E2, donc entrepreneur, il faut aussi prouver que non seulement on va générer du bénéfice avec notre entreprise, qu'on ne va rien demander comme aide, et qu'en plus, on va créer de l'emploi, mais pas de l'emploi au niveau de votre famille. Hein. On ne peut pas dire j'embauche ma femme, mon mari, mes enfants. Non, non, c'est de l'emploi d'Américains. Ils veulent des créations d'emplois chez les Américains. Ok. Donc, ouais. Bon, c'est déjà. Donc, sur ton visa, on a déjà en partie répondu. On va répondre à une question d'une auditrice en direct. C'est Sandrine qui demande si Bruno et toi, vous étiez tout à fait bilingues avant de partir. Course ? Non, pas du tout. Pas du tout. On avait l'anglais niveau lycée de France. Je vous laisse imaginer. Apple pie, tout ça. My Brian father is in the kitchen. kitchen. Non, pas du tout. Et il faut savoir aussi qu'on est parti avec 2 enfants qui avaient à l'époque 12 ans et 14 ans. Donc le niveau d'anglais encore meilleur. On les a lâchés au milieu de la high school. Donc c'est non, le plus jeune est arrivé en middle school, donc collège. Le plus grand première année de lycée américain, bien sûr. On les a pas mis en école privée ou en lycée français, rien du tout. C'était dans la fosse au Lion. Voilà. Moi, j'ai dû donc tout créer parce que nous, on n'a pas racheté une société. J'ai créé un magasin sur place. Donc, c'est-à-dire tout en anglais. Hein. Donc, gérer les marques qui voulaient bien travailler avec nous. Donc, on a dû séduire Swarovski. On a dû séduire des grosses marques comme ça en anglais, avec des rendez-vous sur place, en rencontrant les directeurs de marque. Pour les faire venir chez nous. Ensuite, on a dû tout ouvrir, donc eau, électricité, gaz, entretien d'embauche avec des employés, tout en anglais, sachant, encore une fois, niveau terminal, bac français, hein, pas plus. Donc, on s'est débrouillé, on l'a fait, et au bout d'un moment, quand notre fils a craqué au lycée parce qu'il n'arrivait pas à se faire des amis, parce qu'au niveau anglais, c'était vraiment difficile, on a dit, il faut qu'on trouve une solution. Et en fait, on a fait un break. Et en décembre 2017, donc on avait emménagé, nous en mars et mon mari en octobre, parce on était en décalé, ça aussi, il faut le savoir, on est restés séparés pendant plus de 6 mois. Ça, c'était sympa. Oui. Ça, c'était sympa, on va en revenir après. Et donc, du coup, en décembre, on a dit on fait un break, on trouve une solution, et on a trouvé une université qui faisait des cours d'anglais, mais que de l'anglais, pour en fait préparer les étudiants étrangers à l'université aux États-Unis. Donc, c'était de niveau 1, je crois, à niveau 15, quelque chose comme ça. Donc, vraiment de ras des pâquerettes, je ne sais pas parler anglais à niveau, je crois que c'était 15. On nous a fait des tests. On a vu qu'on était à niveau, je crois, équivalent à 5. Et là, on est tous partis à l'école. Donc, tous, c'est-à-dire moi, mon mari et mes 2 enfants.
Le grand a complètement quitté le lycée, avec l'accord du lycée, bien sûr. Pour les 6 derniers mois, il a complètement quitté le lycée parce qu'on leur a expliqué la situation. Et ils ont bien compris qu'il fallait vraiment une remise à niveau, même plus en anglais. Le plus jeune a fait moitié anglais à l'université avec nous et l'après-midi retourné au collège pour faire ses cours. Donc à redoubler d'efforts pour ne pas être en retard. Et on est parti 6 mois avec des examens, avec des devoirs, avec le cartable et le casse-croûte. Et on a fait des cours comme ça. Et honnêtement, franchement, c'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise parce que ça nous a tous sauvés. On a tous gagné en confiance, que ce soit en anglais, mais aussi à l'écrit, à l'oral, avoir une discussion avec nos voisins, commencer à faire des connaissances, à aller un peu plus loin aussi au niveau du travail. Ça nous a vraiment, vraiment sauvés. Mes enfants, pareil, ça leur a permis de se faire beaucoup plus d'amis, d'être plus à l'aise. Et voilà, et aujourd'hui, on est complètement insérés, mais je pense qu'on en avait vraiment besoin, honnêtement. Il y a Laura qui dit c'est une grosse peur de ne pas se faire comprendre et de ne pas comprendre ce qu'on te dit. C'est vrai. Est-ce que par rapport à cette barrière de la langue ou par rapport, comme tu disais, à la culture ou à autre chose, à un moment donné, vous vous avez douté et vous vous êtes dit on rentre en France? Alors, jamais au point de rentrer en France, honnêtement. Douter, oui, douter parce que on est quand même en situation de challenge à tous les jours parce qu'on doit apprendre une culture, on doit apprendre une langue. Au début, les gens très gentils venaient nous parler, mais le temps qu'on prenne la phrase et on cherchait un truc à répondre et le train était déjà parti. Donc on était j'allais répondre, j'avais un truc à dire en anglais, j'avais fait ma forme de phrase et tout ça. Et en fait, on est assez frustré, on va dire au début. C'est surtout ça, c'est de la frustration parce que c'est impossible d'avoir une conversation soutenue en anglais avec des Américains qui parlent à une vitesse normale, entre eux. Et c'est vrai que ça, c'est assez frustrant au début, mais alors au point de se dire on rentre, alors jamais de la vie. Non, c'était pas un frein. On s'est dit il faut qu'on redouble d'efforts. Voilà, on a été à l'université et c'est simple. En 7 ans, on n'a jamais mis ni la radio ni la télé en français. On ne lit plus qu'en anglais aussi. Mon mari a dévoré, je pense, au moins 100 livres en anglais, sur tout et n'importe quoi. Pour justement apprendre l'orthographe, la conjugaison, les tournures de phrases, les films seulement en anglais pour apprendre aussi les accents, parce qu'il y a beaucoup d'accents différents, pour apprendre aussi tout ce qui est, comment on peut dire, les expressions, tout ce qu'on dit au parler, parce que là, on n'est plus à l'écrit, on est au parler, donc on doit discuter avec des gens et non seulement se faire comprendre, mais aussi s'insérer. Parce qu'il y a se faire comprendre en parlant bien saccadé et l'anglais britannique. Là, on arrive à se faire comprendre, mais il y a après vraiment rentrer dans une conversation de tous les jours. Et ça, ça a mis du temps. Hein. On n'a pas réussi tout de suite. Hein. C'était compliqué, mais maintenant, on est tous à l'aise. Voilà, mais il faut vraiment se donner les moyens. Il ne faut pas se dire, j'arrive aux États-Unis, je prends pas de cours d'anglais, je regarde la télé, je regarde Arthur sur à la télé ou M6. Les infos en français, le journal en français, la radio en français. Non, ça c'est. Oui, j'imagine. Ouais. Pour l'intégration, c'est mieux tout de suite de se plonger dans l'anglais. On souffre, je vous le dis, on souffre. Hein. Les films, au début, moi, je ne comprenais rien. Il y a beaucoup de films que j'ai regardés plusieurs fois. Allez, on va rembobiner et donc on va arriver au moment où vous arrivez aux États-Unis. Il y a Diana qui nous demande quelle entreprise tu avais montée pour arriver là-bas. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui correspond aussi à ce que vous avez déjà fait, à votre parcours professionnel. Il ne faut pas que ça parte complètement dans des trucs différents, parce que le souci, c'est qu'ils vont tout étudier. Ils vont étudier aussi votre CV, vos compétences, vos diplômes. Et de là, ils vont faire une étude, savoir si vous êtes ou non capable de gérer cette entreprise et que ce soit un succès. Donc, non seulement ça, plus le business plan. Donc, c'est le business plan et la personne. Donc, y a tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai été fleuriste pendant pratiquement toute ma carrière en France et que j'ai eu des magasins de fleurs et magasins de décoration, moi, j'ai dit à mon mari, comme c'était moi qui devais... c'était sur moi que le visa arrivait, parce que mon mari était toujours en activité en France avec beaucoup
avaient beaucoup de travail encore en France, ils ne pouvaient pas se libérer pour faire ça. Donc moi, j'ai dû vendre mes magasins en France, me mettre sur le dossier en fait, et j'ai créé un magasin de bijoux, produits féminins, parfums, choses comme ça, que j'ai mis à Célébration. Donc ça, c'était parfait. On a trouvé une cellule qui s'est libérée à Célébration. Et donc, c'est sur ça que je suis partie pour le visa, parce que ça correspondait bien justement à ce que je savais faire. Donc, j'avais pas de doute sur mes compétences là-dessus. Et c'est aussi ça, c'est se vendre et vendre son projet. Il faut vraiment connaître son dossier, parce que quand vous passez à l'ambassade, ils vous posent beaucoup de questions. Donc, il faut pas que ce soit juste une façade, comme certains pensent qu'on va faire un business plan. Et puis, en fait, quand on arrive, si ça fonctionne pas ou si on s'en occupe pas, c'est pas très grave. On a un visa pour 3 ou 5 ans, quoi. Je te coupe, mais alors du coup, tout doit être ficelé avant de partir, ou alors on te dit, OK, on a bien compris votre projet, on vous donne le visa et vous faites tout sur place, ou alors tu avais déjà, par exemple, acheté la cellule commerciale avant de déménager aux États-Unis? C'est la partie très marrante. C'est-à-dire que c'est fait, c'est très bizarre en fait, parce qu'on vous demande, pour vous installer aux États-Unis, d'avoir un projet prêt à ouvrir, soit déjà acheté, donc vous avez acheté une entreprise, soit comme moi le magasin, je devais prouver qu'il était prêt à ouvrir avec des employés, avec du matériel et tout ça. Donc ce qui fait en fait que déjà quand on vient pour préparer ce projet-là, parce que je ne pouvais pas le faire à distance depuis la France, d'employer des gens, de préparer le magasin, d'acheter la décoration, etc. Donc je suis venue sous visa touriste, mais pour travailler. Donc déjà, on vous oblige à venir travailler alors qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc ça, c'est très... voilà, j'étais pas à l'aise du tout avec ça, mais j'ai dû le faire. Donc, j'étais en vacances, mais j'ai préparé mon magasin. Parce que quand on vous convoque à l'ambassade, vous qui choisissez le rendez-vous, bien sûr, on vous convoque parce qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Donc j'ai été convoquée à l'ambassade en France. Donc j'ai dû préparer le magasin, faire tout ce qu'il fallait, prouver qu'il était sur le point d'ouvrir, et à ce moment-là, retourner à Paris, faire mon rendez-vous donc à l'ambassade en anglais, présenter mon projet, prouver que c'était sur le point d'ouvrir, et là, bien sûr, vous vous dites, c'est bien, mais si on me dit non. Si on me dit non, non seulement je ne retourne pas là-haut, et j'ai un magasin prêt à ouvrir avec un employé, j'avais 3 employés à l'époque, avec un bail qui est déjà payé à l'avance, avec toute ma marchandise, tout qui est prêt. Donc effectivement, c'est des risques. Et il faut vraiment être sûr de son projet à 100%, parce que quand on passe à l'ambassade et qu'on se dit, punaise, s'ils me disent non, qu'est-ce que je fais? Parce que j'étais censée quand même ouvrir la semaine d'après. Donc, j'avais que quelques jours. Mon billet d'avion était déjà pris, mais on m'a pris mon passeport, bien sûr, à l'ambassade. Donc, il faut attendre que le passeport revienne avec le visa dedans. Donc, on avait toujours peur qu'il n'arrive pas, même si c'était accepté. Et puis, en fait, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, en fait. Donc, c'est super stressant. Oui, j'imagine. Donc, effectivement. Il y a Cédric qui nous demande, est-ce qu'il faut un budget minimal à mettre sur la table en plus du dossier business plan? Alors en fait, il donne jamais de chiffres. Ça, c'est plutôt à voir avec l'avocat d'immigration qui va vous dire par rapport au business combien il faudrait. Déjà, il faut pas venir par exemple avec un food truck. Il faut pas venir avec un petit truc. Voilà, il faut montrer vraiment que on en veut. Il faut montrer que on veut s'installer, que c'est quelque chose de viable et qu'on est prêt à investir dedans. Donc, ils vous diront jamais qu'il y a un minimum, mais l'avocat d'immigration vous dira ça passera pas bien, il faut passer un petit peu plus au-dessus. Et puis après ça, comme je disais, ils vont faire une étude de toute façon de vos comptes en banque, de tout ce que vous avez, si vous avez une maison, si vous êtes propriétaire, locataire, tout va passer à la loupe. Et à partir de là, ils vont décider si oui ou non vous êtes capable de gérer une entreprise et après d'avoir du bénéfice et de là, de aussi pouvoir vous gérer tout seul et subvenir à vos besoins parce qu'ils ne veulent pas de gens qui ne vont pas subvenir à leurs besoins. Mmh. Donc encore une fois, il n'y a rien d'écrit, mais on vous le fait bien comprendre. Oui, c'est ça. Est-ce que, alors là, on parle du visa, c'est E2, c'est ça que tu disais? E2, ouais, visa entrepreneur.
Et quels sont les autres visas alors auxquels on peut prétendre si on n'a pas l'esprit d'entreprise et qu'on veut quand même aller s'installer aux États-Unis alors? Alors comme ça de tête, je les connais pas tous, mais je sais qu'il y a un visa par exemple étudiant. Si on veut faire des études, il y a des gens qui font des études ici, mais là encore une fois, c'est un visa qui dure quelques années et après on doit rentrer chez soi. Euh, il y a un visa compétences exceptionnelles. Là, ça va être pour les gens qui ont vraiment. Il y a beaucoup de sportifs, de musiciens, de gens comme ça, toujours sur dossier quand même. Hein, donc ça, c'est à discrétion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des visas. Bah écoute, franchement, honnêtement, je connais pas tous les visas, donc je pourrais Non, pas trop non, mais je vous me doute, aider. mais en tout cas, il y a d'autres, il y a d'autres moyens, il y a d'autres leviers à actionner que, voilà, tout le monde n'a pas l'esprit d'entreprise, c'est vrai. Donc, Ah, c'est sûr, c'est on sûr. peut quand même envisager de vivre le rêve américain sans avoir Il y a forcément de. aussi ce qu'on appelle le sponsorship, c'est si vous vous faites embaucher par une entreprise, par exemple comme Disney, et là ils le font plus beaucoup depuis le Covid, malheureusement, ils le faisaient beaucoup avant. Et là, il faut vous faire sponsoriser par une entreprise qui va vous embaucher, donc vous serez employé, et grâce à ça, vous aurez un visa de travail le temps que vous êtes embauché par cette entreprise, qui sera renouvelable. Il faut qu'ils puissent prouver qu'ils ont vraiment beaucoup besoin de vous et qu'ils ne trouvent pas ces capacités-là aux États-Unis parce que vous avez des capacités spéciales, comme par exemple un chef dans un restaurant ou un boulanger ou un peintre spécialisé dans je ne sais quoi. Ça, c'est possible aussi. En tant que fan Disney, vous vous êtes jamais dit, on va d'abord tenter l'expérience en allant bosser à Disney pendant un an, voir si ça nous plaît, et puis on verra après si on s'y Ah installe. ben non, on pouvait pas faire ça parce que mon mari était à la tête d'une très grosse entreprise, donc il ne peut pas dire bah voilà, j'abandonne mon entreprise pendant un an et je vais travailler à Epcot. Non, ça se fait pas. Et moi c'est pareil, j'avais des magasins avec des employés, donc c'était tout ou rien quoi. C'est soit on dit on fait ce qu'il faut et on part, mais on prépare bien les choses et puis c'est tout. Mais on pouvait pas se permettre de dire on fait un test et on revient. Ça c'était pas possible. Après bien sûr, quand on est employé ou quand on est quand on travaille dans, je vais donner des exemples, mairie, école, des choses comme ça, oui, on aurait pu se permettre. Mais là, non, si on partait, on perdait tout et il fallait tout reprendre depuis le début et c'était impensable de faire quelque chose comme ça. C'était Ouais, du ouais, ouais. non-retour. Hein. Et les enfants, alors, parce que moi, je me mets à votre place, hein, on a deux enfants aussi, et c'est vrai que parfois on se dit, on aurait tel ou tel projet, puis on se dit, ne serait-ce qu'un déménagement à, dans une ville ailleurs en France, tu vois, on se dit, bah non, on va pas déraciner les enfants de leurs copains, de leur collège, de leur école. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont activement participé à la réflexion d'aller emménager aux États-Unis? Est-ce que vous avez réfléchi par rapport aux enfants de partir? Comment ça s'est passé? Ah, bien sûr qu'on a réfléchi, mais pas que par rapport aux enfants, même par rapport à nous, parce qu'on a quand même abandonné toute notre famille. Hein. Bah oui. Donc on vivait tous à 2 kilomètres de circonférence autour de nous, papy, mamie, tata, tonton, tout le monde était là. Et bien sûr qu'on y a réfléchi. Et c'est d'ailleurs le seul point qui aurait pu nous retenir à un moment, qui nous a retenus 3-4 ans avant. On y avait déjà pensé et on avait dit non. Même voilà, au tout départ, je pense qu'on aurait pu engager les procédures au moins 10 ans avant. Mais moi, j'étais pas prête. C'était trop dur de laisser la famille. Il y a des circonstances personnelles qui ont fait qu'après, ça a été, ça fait plus facilement, on va dire, malheureusement. Mais ça a été un déchirement pour nous, mais ça a été un déchirement aussi pour les enfants, et bien plus que ce qu'on peut croire. Parce que même si on en parle, et oui, on en a beaucoup parlé, parce que on leur a jamais caché, on les a toujours inclus, et on leur en a parlé des milliards de fois, on leur a expliqué que c'était plus les vacances après aussi, hein, qu'il fallait aller à l'école, que on allait abandonner les copains, qu'il fallait se refaire des nouveaux copains. Tout a été abordé. On est vraiment une famille très ouverte, on parle beaucoup avec nos enfants, rien n'a jamais été caché, et on leur a toujours dit, si vous ne voulez pas partir, on ne part pas, jusqu'à la dernière minute. Et on s'est installés, très heureux. Au départ, ils n'étaient pas inscrits à l'école parce que c'était pas encore le début d'année, donc les vacances, tout ça. Et puis il a fallu retourner à l'école. Et là, ça a été un moment difficile parce que, encore une fois, comme je disais, la fosse au lion, pas un bon niveau d'anglais, une culture différente, des groupes déjà formés, eux tout seuls qui viennent d'un autre pays, un peu un peu
la personne insolite du lycée ou du collège. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Donc ça a été très difficile. Donc ça a été, on va dire, 6 mois, 1 an, difficile. Et à partir du moment où ils ont commencé à se faire des copains, ils sont rentrés dans le moule, que l'anglais allait mieux, ça a été comme sur des roulettes. Comme Bon, sur et des roulettes. aujourd'hui, il ne le regrette absolument pas. Ah bah aujourd'hui, franchement, moi, ils me le disent souvent, mais quelle bonne décision, beaucoup plus d'opportunités, même au niveau du travail aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ils ont tous les deux une chérie ici. Pour rien, ils retourneront en arrière. Mais ça a été, il y a eu une période difficile. Ça, c'est sûr que ça, je le cache pas. Nous, on a le grand qui nous a dit le premier Noël, quand on est parti voir la famille en France, ben écoutez, papa, maman, on va en vacances, mais moi, je rentre pas avec vous. Ben, ça a été vraiment très difficile à entendre, surtout quand on est très proche de ses enfants. Ouais. Et voilà, parce qu'il n'arrivait pas à s'y faire au départ. Mais le fait qu'on ait pris les cours d'anglais, etc., bah, ça lui a redonné confiance en lui. Il est reparti d'un bon pied et ça a été très bien. Il faut juste des copains, en fait. À partir du moment où il y a des copains, c'est bien. Mais L'intégration. quoi. c'est l'âge aussi. Je pense que quand on est parti 12 et 14 ans, je pense que c'est vraiment, pour moi, la dernière limite. Parce que quand ils sont tout petits, c'est facile. Ils s'intègrent n'importe où, ils se font des copains avec n'importe qui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, ils s'en fichent. Mais alors, collège et lycée, spécialement lycée, première année, déjà, quand on est en France avec des Français, dans sa culture, dans son environnement, c'est déjà pas facile. Donc là, on en rajoute une couche. Ça a été même le choc culturel. Hein. Je sais que le grand, en sport, il avait un coach américain comme dans les films, qui lui hurlait dessus. Lui, il est peace and love, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. C'est waouh. Donc, il faut s'y faire, il faut s'y faire. On a une question d'Élodie en direct, Élodie qui nous demande ça fait combien de temps? Alors, elle vient d'arriver sur le live, donc désolé si vous avez déjà donné l'info, mais ça fait combien de temps que vous êtes installé aux USA maintenant? Alors, ça fait 7 ans maintenant qu'on est installé. Ouais, ça fait 7 ans et un peu moins pour mon mari, comme je disais, parce qu'on n'est pas arrivé du coup en même temps. Et 7 années maintenant qu'on est installé aux États-Unis. Ouais. Et donc, on rembobine et avec toi, justement, les différentes étapes. Il y a eu la préparation, l'arrivée, du coup, aux États-Unis où tu as ouvert ton premier magasin. Peut-être que c'est plus difficile. Si je t'avais posé la question il y a 7 ans, tu t'aurais peut-être répondu plus spontanément. Mais j'ai envie de revenir en arrière, justement. Et est-ce que tu te souviens de choses qui, à ton arrivée il y a 7 ans, t'ont choqué? Regardez, mon petit bonhomme qui vient participer au podcast. Salut. Tu dis bonsoir? Bah, t'as perdu ta langue. Dis bonsoir. Il y a plein de monde qui nous écoute. Bonsoir. Ce sont les vacances ici. Moi, je suis en zone B, donc ce sont les vacances. Donc oui, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué ou peut-être même qui te choquent encore dans la culture américaine quand vous êtes arrivé? Ah oui, bah après on se fait une idée des États-Unis et des Américains. Et il y a plein de choses sur lesquelles on revient quand on vit vraiment, c'est sûr. On va dire que ce qui revient le plus entre expatriés quand on se rencontre, c'est par exemple le fait de se faire des amis aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai qu'en France, on a des amis pour la vie, on a des amis très proches à qui on confie tout. Et en fait, ici, c'est très, très difficile. Les gens sont très ouverts. On va rencontrer quelqu'un dans un restaurant ou dans un bar ou dans la rue, ça va être votre meilleur ami en 2 secondes, mais ça va pas durer plus longtemps en fait. C'est très facile. Et j'ai quelqu'un qui m'a donné une fois une image qui est vraie, qui m'a dit c'est comme comment on m'avait dit ça? Je sais plus avec quel fruit. En fait, c'est comme un fruit. En France, pour être ami avec quelqu'un, il faut d'abord aller jusqu'au noyau, c'est-à-dire qu'on va construire l'amitié, on va discuter de choses de plus en plus personnelles, etc., construire une confiance, et ensuite on arrive au noyau, et une fois qu'on est dans le noyau, on bouge plus. Mais voilà, c'est comme un abricot en France, et c'est comme une noix de coco aux États-Unis. Voilà. La métaphore est jolie. La noix de coco, tu vas essayer, tu rentreras jamais à l'intérieur. C'est très, très difficile. C'est qu'en surface, en fait.
C'est que en D'accord. Et surface. c'est Donc, encore comme ça maintenant? Enfin voilà, les Américains sont comme ça, quoi. bah, en fait, on a beaucoup de copains, beaucoup de connaissances, mais on n'a pas de vrais amis. Les seuls amis qu'on ait, ils sont français et belges. Et c'est pas qu'on ait cherché, hein. Au départ, honnêtement, on évitait les Français. Mais on évitait comme la peste les Français. D'ailleurs, ce couple-là, qui est nos meilleurs amis, ils sont nos meilleurs amis aujourd'hui. Salut Yann, salut David. Euh, honnêtement, la première fois qu'on les a rencontrés, c'était à une fête. Pour la petite anecdote, j'ai dit à mon mari, ouais, il y a des gens à côté, ils parlent français, ils ont l'air super sympas, viens, on va les voir. Mon mari a dit, ah non, 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 hein, ils parlent français, moi je veux pas aller les voir, hein. Je m'en fous qu'ils soient sympas ou pas. Et on s'est revus 2 ans plus tard, quand nous, ça allait mieux au niveau de l'anglais et tout ça. Puis en fait, compte, ben voilà, on s'est bien entendu et ça s'est fait comme ça. Mais comme la peste, les Français, parce qu'on voulait vraiment s'insérer, on voulait se faire des amis américains, on voulait apprendre l'anglais. On voulait pas commencer à faire un petit groupe de Français entre eux qui parlent que français, parce que dans ce cas-là, on se perd. Donc ça, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais je pense que c'est ça la plus grosse chose, on va dire, au niveau des États-Unis. On en est revenu. Après, Mais on une a fois qu'on toujours. on le sait, hein, on accepte. Hein. Ah ouais, ouais, mais moi, tu vois, on a toujours des a priori. C'est vrai que moi, il y a des choses qui me freinent à aller vivre aux États-Unis. La première des choses, c'est le système de santé. D'ailleurs, il y a Diana Jones qui nous pose une question sur le direct. Pour tout ce qui est santé là-bas, est-ce que c'est pas trop difficile? Parce qu'on sait que on peut dire beaucoup de choses sur la France, mais le système de santé français est ce qu'il est, et c'est pas du tout le même aux États-Unis. Ah bah c'est sûr que si vous venez aux États-Unis, c'est fini d'aller chez le médecin gratuitement, c'est fini d'aller aux urgences gratuitement. Les arrêts maladie, ça c'est pareil. Ici, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de choses comme ça. Donc vous pensez 2 fois quand vous êtes malade à aller chez le médecin et à vous mettre en arrêt maladie parce que ici, vous êtes en arrêt maladie, ben, c'est bien, vous venez pas travailler, vous n'êtes pas payé. Ouais, Comme ça, et c'est puis ne réglé. serait-ce que la consultation chez le médecin de réputation, les États-Unis, voilà, on sait que ça coûte très cher. C'est pas très cher, honnêtement. Ça dépend après où on va. Moi, je parle pas de spécialiste, je parle d'une consultation comme ça. Si vous faites une consultation dans ce qu'on appelle un CVS, c'est les pharmacies ici où vous avez des médecins, c'est aux alentours des 90 $. Voilà. Mais après, vous pouvez avoir des assurances, bien sûr. Mais il faut savoir qu'une assurance pour expatriés français, c'est très, 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 très cher. Il faut savoir ce que vous voulez couvrir. Donc, ça couvre pas forcément tout. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ, on s'était couvert, on avait assez peur, on s'était couvert sur tout. Et aujourd'hui, sachant justement voilà, que 90 $ quand on va chez le médecin, les médicaments, c'est pas très cher. Franchement, c'est vraiment pas cher, les médicaments en ça. Ce qui est cher, c'est quand vous avez un accident, quand vous devez aller aux urgences. Là, par contre, ça revient très cher. Donc, nous, on a changé notre assurance, on n'est plus couvert sur tout. On est couvert que sur les choses vraiment graves, les graves maladies, les séjours à l'hôpital où vous devez rester sur la nuit, des choses comme ça. Mais on n'est plus couvert parce qu'en fait, on s'auto-soigne aux États-Unis. Parce que comme je disais, vous avez un rhume, vous avez mal à la tête. En France, vous allez dire, ah, j'ai la grippe, je me sens mal, je vais aller dans mon lit, je vais prendre une semaine. Non, ici, non seulement vous devez payer le médecin les médicaments, mais en plus, une semaine, c'est une semaine perdue si vous n'allez pas au travail. Donc, il faut vraiment trouver une solution assez rapidement et prendre sur soi parce que, ici, ça rigole pas. C'est un peu marche ou crève. Mais c'est un système, encore une fois, hein, on l'accepte. Hein. Ouais, ouais, mais je vais volontairement grossir le trait. Est-ce que quand on vit aux États-Unis, on vit avec la boule au ventre de tomber malade ou de tomber dans une fusillade? Allez, je prends les gros clichés. Hein, quand on est, tu vois, je grossis volontairement le trait, mais c'est quand on parle des États-Unis depuis l'étranger, c'est souvent ce qui revient. Les États-Unis, le port d'armes, les États-Unis, les frais de santé. Est-ce que tu vis encore avec cette boule au ventre ou non, on n'y pense plus, quoi. Alors, boule au ventre, non. Franchement, non, j'y pense pas. Là, on en parle, donc j'y pense maintenant, mais sinon, non. Mais après, les frais de santé, c'est sûr que quand il nous arrive un pépin, je vais être vulgaire, on dit oh, merde. Pour un exemple, mon fils s'est ouvert le doigt il y a 15 jours en ouvrant une boîte de conserve. Il est parti aux urgences, 4 points de suture. Il a payé 500 $ déjà directement à l'hôpital et on va recevoir la petite facture de 900 $. Donc voilà, ouvert le doigt, 1400 $. Ouais.
Il faut apprendre, avant de déménager, il faut apprendre à se faire des points de suture, en fait. Donc, je pense qu'il faut savoir que c'est un budget comme une panne de voiture, comme un accident de voiture, comme des choses comme ça qu'on peut avoir aussi, parce que des fois, voilà, même en France, on fait pas toujours marcher l'assurance, parce que même si on est assuré, parce qu'il y a des frais comme ça, il y a des frais dans la vie, il y a des accidents qui arrivent. Bah, ici, la santé, ça en fait partie. Et si on a des choses qu'on peut prévoir, on budgétise. Et après, il faut savoir quand même que jamais ils laisseront quelqu'un mourir dans la rue. Hein. Donc, si vous avez une grosse maladie ou un gros accident et puis que vous n'avez pas les moyens, il y a des choses qui sont mises en place aussi. Hein. Sinon, vous n'avez pas du tout de revenus. Il y a des caisses, il y a des aides, il y a des associations. Voilà, je dis pas qu'ils vont tout vous payer à chaque fois que vous êtes malade. Ça n'arrive pas. Mais ils laissent pas non plus les gens mourir. Mais ce qui est normal aussi, après, il faut savoir qu'aux États-Unis, les caisses ne sont pas prélevées de la même façon qu'en France. Donc, votre santé, vous la payez quand même. C'est pot commun, pot du voisin. On vous prend sur votre salaire et on le met quelque part pour les gens qui sont malades ou pour vous si ça vous arrive. Mais ici, on garde notre salaire et après, on en fait ce qu'on veut. Si on veut prendre une partie et la mettre dans une assurance pour nous-mêmes, on le fait. Si on veut la garder et faire autre chose avec et partir en vacances, on le fait. Mais après, c'est de la logique. C'est de la préparation. En fait, ils comptent sur le fait que chacun soit assez raisonnable pour le faire pour soi-même, mais ils ne font pas payer aux autres. C'est ça la différence. Donc ça, Ouais, non, mais c'est voilà. le le système américain. Ouais. Système. Personne ne vous empêche de prendre une assurance. Prenez une assurance, voilà. Mais encore une fois, le budget, c'est sur votre paye, c'est sur votre salaire, et ça ne sera pas prélevé par l'État pour payer cette santé-là à quelqu'un d'autre. Ok. Donc voilà, c'est une logique. Après, au niveau des fusillades, comme tu disais, oui. Honnêtement, alors jamais je n'ai eu peur d'une fusillade où que ce soit, parce qu'il faut savoir que le port d'armes, oui, mais il y a des règles par rapport aux États. En Floride, c'est interdit d'avoir son arme sur soi. On a le droit de l'avoir dans la voiture, mais elle doit être enfermée à clé dans un coffre dans la boîte à gants qui n'est pas visible, ou à la maison dans un coffre, encore une fois, fermé à clé. Donc personne ne se balade avec une arme sur soi dans la rue. Après, des fous qui font des attentats, il y en a partout dans le monde. Donc ça change rien. Là, honnêtement, le seul truc où vraiment j'étais anxieuse, c'est quand mes enfants étaient encore au lycée, parce que c'était une période encore jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière où il y a eu toute une vague de choses comme ça dans les lycées avec des jeunes. Il y en a eu un pas très loin de chez nous d'ailleurs. Là, la boule au ventre, par contre, pendant quelques mois, je l'ai eu. Parce que c'était tellement fréquent que j'étais plus tranquille. Mais ça a été qu'une période. En 7 ans, ça a dû durer 1 an. Mais voilà, c'était mauvais moments à passer. Mais encore une fois, on a eu des attentats en France, plus personne n'osait sortir. Voilà, moi je sais que je suis allée à un spectacle juste après les attentats. J'étais pas tranquille non plus. J'ai regardé les sorties de secours. On a dit avec mon mari, bon, on se retrouve là et là. On a été à la Tour Eiffel juste après. Pareil, sortie de secours, on se retrouve à tel endroit si on se fait fusiller. Pourtant, j'étais en France, il n'y a pas de port d'armes, il n'y a rien. Mais c'est voilà, des moments et des situations qui font qu'on est plus en alerte que d'autres. Oui, effectivement. Non, mais je grossissais le trait vraiment pour évoquer les clichés qu'on a parfois des États-Unis. Il y a beaucoup de clichés aussi. Il faut pas oublier aussi que la France, et moi je le vois maintenant en étant des deux côtés, la France aime bien aussi en rajouter sur les États-Unis. Et moi, je le vois, moi j'ai des fois ma famille qui m'appelle en panique. Oh là là, vous allez bien? Oui, pourquoi? Parce que il y a eu tel événement où il y a un ouragan, où il y a ci, où il y a ça. Alors nous, on est en terrasse, tranquille, on sait même pas ce qui se passe. Et en France, aux informations, ils en peuvent plus. On est tous en train de mourir. Et nous, on est là, non, mais pas du tout. Il y a pas de problème. Faut arrêter d'en rajouter sur le port d'armes, sur la santé, sur les ouragans, sur tout ça. Mais non, ça, c'est pas vrai. Et parmi les clichés qu'il y a aussi, c'est la malbouffe américaine. On a Diana qui nous pose une question. Est-ce que la nourriture française ne vous manque pas trop? Alors, ça, c'est 2 questions différentes. Je vais répondre déjà ce que tu dis, la malbouffe américaine. Encore une fois, ça dépend où tu vas manger. Parce qu'il y a plein de restaurants qui existent, il y a plein de niveaux aussi qui existent, et il faut juste choisir sur le menu ce qui est le mieux pour ta santé.
Voilà, tu peux, effectivement, si tu veux manger un burger tous les jours, mais encore une fois, si je vais en France, je peux manger au McDo tous les jours si j'ai envie. Il y a plein de propositions, il y a plein de restaurants différents. Nous, ici, on a des grosses communautés, par exemple, brésiliennes, donc on a plein de restaurants portugais, hispaniques, etc. On a de la cuisine hawaïenne avec des pokés, avec du poisson frais. Voilà, on choisit où on va manger, on choisit si on veut manger sain ou pas. Là, j'ai mon mari qui a fait, qui a perdu énormément de poids en 1 an et demi de temps. On va toujours manger au restaurant, on va toujours à Walt Disney World, et il a perdu, tant que je te dise pas de bêtises, plus de 40 kilos en 1 an et Ah demi. oui. Donc c'est juste une question de volonté et de choix, et c'est pas à cause de Walt Disney World que tu deviens gros ou pas. Bien sûr que quand on était en vacances, on avait envie de manger des burgers et des chips et de boire du coca par 5 litres dans un seau et de manger des glaces. Voilà, c'était fun. Quand vous venez en vacances, c'est sûr que vous mangez comme ça. Mais une fois qu'on y habite, on va faire nos courses comme tout le monde. On se fait notre petite salade de tomates, on fait à manger à la maison, et quand on va manger dehors, eh ben, on n'est pas obligé de prendre des trucs super gras qu'on prenait en vacances par plaisir, ce qui est tout à fait normal. On a une alimentation normale, on a tout ce qu'il faut, on va tous bien, ça Tout va. va bien. Il y a Audrey qui dit à Célébration, on peut bien manger, on trouve même du bon café. Fanny sera d'accord. Vous avez partagé Ah oui. un café ensemble. Et des petits macarons aussi. Et puis, C'est puisqu'on un parle, exemple comme un autre, célébration, mais il y a plein d'endroits, il y a plein de petites ouais. villes ici très. Et puis on parle de Oui. Walt Disney World. Beaucoup de gens pensent que la nourriture des parcs d'attractions, c'est burger, pizza, box ça. de pâtes. Mais ça me permet de parler d'une petite actualité là, puisqu'on évoque la restauration. Le restaurant Victoria and Albert's, qui est situé au Grand Floridian Resort and Spa, qui a obtenu sa première étoile au guide Michelin. Voilà, c'était il y a quelques jours, quelques semaines au moment où sera diffusé ce podcast. Mais voyez, comme quoi, faut enlever tous les clichés qu'on connaît sur la nourriture de parc d'attractions. Haute distinction quand même, une première étoile, une étoile dans un hôtel de parc d'attractions. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller manger au Victoria and Albert's? Non, c'est sur ma checklist, La mais pas bucket list. encore. Checklist. Très bien. Bah écoute, la prochaine fois, tu pourras nous en parler quand tu l'auras testé. Mais l'occasion faisant le larron, c'était le moment de vous filer cette Passer l'info. info. Exactement. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser en direct. Je vous passe les coulisses. Regardez les coulisses de ce podcast. Il y a mon fils qui arrive avec une petite feuille. Maman, regarde ton podcast. Et donc, je salue Amandine. Est-ce que maman a une question? Voilà. Et j'en profite pour le dire publiquement parce que c'est beaucoup de sacrifices. Les podcasts, ça prend du temps. Préparer les podcasts, enregistrer les podcasts. Et voilà, ma femme accepte tout ça. Donc, vraiment, merci énormément. Donc j'en profite puisqu'elle est de l'autre côté de l'écran et je veux le dire publiquement. C'est important de le souligner. Oui, bien sûr. Puis, puisqu'on parle de famille, est-ce que Bruno est là? Est-ce qu'il est pas loin de toi? Parce que pareil, hein, il faut que ça se prépare tout ça. On a un petit de 2 ans qu'il faut aller chercher au Kindercare, donc pendant que je suis ici, il s'occupe de petit. Merci Bruno. On le salue Bruno, qui regarde, j'imagine, qui est une star d'ailleurs en Floride. Il y a une vidéo qui a circulé sur Bruno pendant tout un temps. Raconte-nous cette anecdote parce que c'est énorme. Tu parlais d'intégration tout à l'heure. Le bon samaritain de célébration. grâce à cette vidéo. Bah, écoute, parce que nous ici, on est en Floride, donc il y a beaucoup de vie animale autour de nous. Il n'y a pas que des alligators et des serpents. Il y a aussi beaucoup de canards, de cochons. On a des cerfs, on a tout ça. Et en fait, des tortues aussi. Et puis de temps en temps, sur la route, qui sont quand même des grosses. Celle-ci, c'était même une 6 ou une 8 voies. On a des animaux qui ont décidé de traverser. Et là, en l'occurrence, c'était un petit canard avec ses petits qui allait forcément finir, je pense, en pâté. Et nous, on est des amoureux des animaux, et dès qu'il y a quelque chose comme ça, voilà, on essaie toujours de les sauver. Et là, c'était Bruno donc, qui est sorti de la voiture, qui a bloqué la circulation et qui est allé escorter les canards avec les petits pour qu'ils arrivent sains et saufs de l'autre côté. Et en fait, le truc, c'est que, on savait pas du tout, mais quelqu'un l'a filmé à ce moment-là.
elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est quelques heures plus tard, on a des copains qui nous ont envoyé la vidéo. On dit, mais c'est toi, Bruno, mais t'es une star, t'es sur tous les réseaux, t'as été partagé, tout ça. Et en fait, bah, voilà, il a eu des millions de vues sur sa vidéo. C'est énorme. Je suis en train d'essayer de la retrouver parce qu'elle est sur YouTube, je crois, cette vidéo. Je crois que... Elle est même partie encore ailleurs. Elle était sur les pages de résidents. Elle était sur des pages de résidents partout en Floride. Ouais, je crois que ouais, voilà, c'est lui. C'est là, hein, tu vois. C'est ça. Le bon samaritain Bon arrête le samaritain. trafic pour faire traverser les canards. Et donc là, j'ai coupé parce on enregistre le podcast, mais j'ai coupé le son, mais on entend l'automobiliste dans sa voiture qui dit, voilà, il y a encore des C'est mon gens. héros. Voilà, c'est un Savoir que héros. j'ai quand même dû calmer les ardeurs de certaines parce que il a eu beaucoup de demandes en mariage. J'étais pas trop d'accord. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ah, c'était pour la petite anecdote. Voilà, c'est le genre de choses qui fait sourire et qui. On s'intègre. Ben voilà, exactement. Exactement. Il y a Amélie qui nous demande qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans l'envie d'aller aux États-Unis? 2-3 raisons, si tu pouvais donner 2-3 raisons, au-delà du fait que ce soit juste à côté de Walt Disney World, évidemment. Bah, c'était une des principales raisons, parce que honnêtement, je ne serais pas allée m'installer au fin fond du Missouri, pour être honnête. Les États-Unis, oui, mais bon, pas n'importe où non plus. Donc nous, c'est les États-Unis, mais la Floride, forcément. Donc qu'est-ce qui m'a le plus séduit? Bah, le climat aussi. Le climat, parce que voilà, il fait pratiquement tout le temps beau. On a de la pluie, oui, mais c'est de la pluie tropicale, donc c'est pas très grave, hein. On peut marcher pieds nus dans les flaques, voilà. Donc c'est ça, c'est aussi les opportunités. Je trouve que c'est pas plus facile, mais c'est différent ici quand on veut faire du business. On peut faire beaucoup de business différents assez facilement. Donc ça, c'est ça qui m'a assez séduite aussi parce on est une famille d'entrepreneurs, on a toujours plein d'idées, on a toujours plein de choses qu'on a envie de mettre en place. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile ici au niveau que ce soit des employés, de la création d'entreprise, de la gestion, de la comptabilité, tout est beaucoup plus facile ici. Donc quand on a envie de le faire et qu'on a quand même des bases, on voit la différence avec la France où je trouve que c'est beaucoup plus euh, c'est dans une boîte, on va dire. Ici, c'est plus facile. Quoi d'autre bah, la culture en général aussi, hein, les Américains quand même si aujourd'hui on en revient un peu, mais c'est vrai qu'au départ on les trouvait tellement ouverts, etc., que ça donne envie de venir y vivre forcément. La ville de célébration, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'avait pas trouvé la ville en elle-même, on savait qu'on voulait s'installer en Floride, mais on ne savait pas où exactement. Et quand on a vu cette ville-là, on a su que vraiment on voulait vivre dans cette ville-là et pas ailleurs, parce qu'il y a plein d'endroits en Floride, hein, mais là particulièrement, c'est très agréable d'y vivre et on s'y sent en sécurité aussi. Voilà, et puis on est près de tout, quoi. On a la côte est, la côte ouest, on est à la plage à 1 heure de route, donc oui, c'est central, c'est vrai. voilà, c'est central. Et puis même, il y a Walt Disney World, mais il y a plein d'autres choses à faire aussi autour. On peut aller faire du kayak, on peut aller dans la nature. Il n'y a pas que Disney pour ceux qui sont jamais venus ou qui ne sont jamais sortis de Walt Disney World. Il y a plein d'activités à faire dans la nature qui ne sont pas en rapport avec Disney. On peut aller voir les manatis sur la côte, on peut aller sur la plage, on peut aller à Vero Beach voir les tortues. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on a appris à connaître aussi quand on est venu plusieurs fois à Disney. Après, on sort un petit peu de Disney, on voit tout ça. Et c'est ça aussi qui nous a donné envie de venir s'installer ici. Très bien. Et il y a Laura qui nous dit, moi, c'est l'ambiance de vie que je trouve dingue. Les gens sont souriants, ouverts aux autres. C'est vrai que on se demande parfois si c'est juste parce qu'on est dans la bulle Walt Disney World qui a cette ambiance-là, mais d'après ce que tu nous dis, effectivement, les Américains restent quand même assez avenants. Et on a un autre auditeur qui nous dit, le pâté de canard me manque. Ça, c'est Bruno. Le pâté de canard. Ah oui, le pâté de canard. Ben, il aurait pu en faire s'il avait fait un tout droit dans les canards avec les pieds. Ah oui, voilà. Du pâté de canard maison. Voilà une solution. On a Rémi qui nous pose une petite question. Est-ce que on peut... alors, on revient tout à l'heure à la préparation. Est-ce qu'on peut monter un business sans avoir de visa? Donc, c'est ce que tu nous expliquais. Il faut le monter pour obtenir le visa. C'est ça, hein?
Ouais, parce que j'ai souvent des gens qui m'envoient des messages en disant est-ce qu'on peut trouver du boulot pour venir s'installer ici? Alors déjà non, c'est pas dans le sens là. On peut pas avoir un visa parce qu'on travaille ici. Ça n'existe pas à part avec les sponsors, comme je disais. Donc Ouais. c'est pas la peine de venir ici dire ben je vais rester un petit peu, je vais me louer un petit appartement, je vais me trouver du boulot dans la supérette du coin et puis voir si ça me plaît. Ah, non, ça n'existe pas. Et créer son entreprise après coup, ça n'existe pas non plus parce qu'il faut soit que ce soit un rachat effectif, donc il faut que l'entreprise tourne déjà, ou si c'est comme moi une création totale depuis rien, il faut déjà prouver qu'on a des employés et que c'est sur le point d'ouvrir. Donc là, c'est pareil, on peut pas dire on vient, on s'installe et on teste après. Parce que le truc, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas avoir des gens qui s'installent avec un business plan, mais qui n'aillent jamais au bout. Parce qu'il y a aussi des gens qui pourraient faire ça, venir avec un projet, mais ne jamais mettre en place le projet et rester pendant 3 ou 5 ans sur un visa aux États-Unis. Donc ça, non, ça, ils veulent pas du tout. C'est très strict et c'est très régulé. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se prépare très bien, parce que sinon, on peut vite avoir des déconvenus. Au-delà je pose les questions comme ça en vrac, hein, mais parce qu'on a vraiment pas préparé, on fait ça au feeling ce soir. Non, ouais, c'est Au-delà du freestyle. est-ce qu'il y a des choses qui te manquent en France? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure des choses que tu apprécies, que vous appréciez aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a des choses que finalement tu ne retrouves qu'en France et que tu ne retrouves pas aux USA? À la famille, oui, évidemment. Essayez, hein, j'ai cherché, mais ils sont pas là. Non, honnêtement, ce qui manque le plus et ce qui est irremplaçable et qu'on peut pas retrouver ici et on peut pas trouver de substitution, c'est la famille, bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est difficile. Nous, on a un neveu et une nièce qu'on voit pas grandir. Alors, bien sûr, on a FaceTime et tout ça, mais c'est pas pareil. Moi, ma nièce, ça fait que quelques mois qu'elle a un téléphone. Le plus petit, lui, il n'a pas encore de téléphone, donc il faut passer par les parents quand ils travaillent pas. Il faut qu'ils soient là à ce moment-là. Il faut qu'ils aient le temps au même moment. Il y a le décalage horaire. C'est toujours un peu compliqué, mais on va dire le plus gros, c'est vraiment la famille. Moi, j'ai une maman qui est en ce moment à l'hôpital, par exemple, donc c'est compliqué de se dire qu'on est à 8000 km et que, bah voilà, il faut gérer, quoi. C'est une culpabilité aussi de pas être là. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. Ça peut paraître égoïste, mais je pense que ça aurait été encore plus égoïste de nous obliger à rester en France. Et je veux pas rentrer dans des considérations trop personnelles. Tu es libre de répondre ou non. Mais est-ce que ça a pu, à un moment ou un autre, créer des tensions? Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui vous en ont voulu de partir? Ou au contraire, est-ce que ça a créé un peu d'envie et que, voilà, tu parles de ton neveu, de ta nièce, est-ce qu'ils sont contents quand même d'avoir tonton et tata, de pouvoir venir en vacances? Bah oui, je pense que si demain on leur dit tu viens vivre avec ma reine, ils viennent. Hein. Non, je rigole. Non, mais ils sont très contents de venir en vacances ici. C'est super d'avoir un parrain et une marraine avec une piscine en Floride. Moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petite. C'est génial, même de raconter aux copains ça fait rêver, bien sûr. Mais après ça, voilà, je veux pas parler pour eux, mais bien sûr qu'il y a de l'amertume, je pense. Il y a de l'amertume, c'est difficile pour tout le monde. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a eu le Covid aussi entre. Hein, donc, nous, quand on est partis, on avait promis juré, on se verra tous les 6 mois. Et puis, il y a eu le Covid et on a été quand même tous séparés pendant plus de 2 ans. On n'a pas pu se voir du tout. Donc ça a été vraiment, vraiment difficile pour tous. Et je pense que ça a creusé aussi une séparation. On était habitués à vivre quand même, comme je disais, à 2 kilomètres l'un de l'autre chacun. Donc, on se voyait quand même assez souvent, des fois tous les jours. Et je pense que c'est ça la partie la plus difficile. Après, ils l'ont accepté, mais je pense qu'il y a eu un moment de déni aussi. Quand on est parti, je pense qu'ils ont tous cru qu'on allait revenir assez rapidement de notre rêve, entre guillemets, en pensant que voilà, qu'on allait bien vite s'enlacer. Et en fait, non, nous, on savait qu'on allait pas revenir. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas tendu du tout. Hein. Tout le monde s'entend très bien, il n'y a pas de souci, mais là, j'ai mon frère qui arrive d'ailleurs demain soir, après demain soir, dimanche soir, donc je suis contente de le voir. Ça fait 5 ans qu'il n'est pas venu. Mais c'est la partie un peu difficile. C'est la partie la plus sérieuse, on va dire. Après, oui, j'aimerais bien manger des danettes, j'ai envie de manger du fromage. Mais bon, voilà,
c'est pas très grave. C'est pas ça qui va me faire revenir, quoi. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. On savait qu'on ne reviendrait pas. Alors, on n'a pas de boule de cristal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, je vais finir ma vie aux États-Unis? Ou est-ce que Alors ça, on en parle ça reste souvent. dans un coin de la tête? Moi, je dis toujours, pour nous, oui, mais on se dit toujours si vraiment il arrive quelque chose, quoi que ce soit, parce qu'on l'a vu aussi au moment du Covid, hein, les histoires d'immigration, de passeport, de tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, si un jour, vraiment, ils nous jettent dehors pour une raison politique, on ne sait pas quoi, on a toujours dit on ne viendrait pas en France. Si vraiment, vraiment, on nous demande de partir, et ce serait pas un choix, parce que nous, notre choix, c'est pas ça. Nous, notre projet de vie à la retraite, c'est 6 mois en Floride, 6 mois à Hawaï. Donc, on reste dans les États-Unis, voilà. Mais on n'a pas du tout l'intention de partir d'ici. Et si on nous met dehors, je pense qu'on irait certainement dans une île francophone. On irait peut-être à Saint-Martin ou à La Réunion, ou je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Au soleil. Mais on ne reviendrait pas en Lorraine. pas qu'on est. Encore une fois, je ne renie pas la Lorraine. J'ai été très heureuse là-haut. J'ai rien contre la Lorraine. Mais après avoir vécu ici, je pense que ce serait très difficile d'y retourner et de reprendre une vie. Ça serait un peu comme avoir vécu un rêve et retourner dans sa vie de tous les jours. C'est un peu ce qu'on vit aussi quand on va voir la famille là-haut. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on va là-haut, je fais des rêves bizarres où on n'est jamais parti, où ça s'est pas réalisé, où c'était qu'un rêve et voilà, et on retourne au boulot le lendemain. Mais en fait, je reprends tellement vite mes marques quand on va en France que ça me fait peur, en fait. Je pourrais retourner au boulot où j'étais avant. Je refais mes courses au même endroit, je retrouve les rayons très facilement, je suis à l'aise. Et c'est ça qui est un peu perturbant des fois, c'est d'être trop à l'aise quand on retourne en France, parce qu'on a tellement vécu là-haut, on a fait voilà, la majorité de notre vie là-haut, que des fois, voilà, quand on revient ici, on est même content d'être rentré. C'est bon. Ben oui, c'est ça. En fait, tu vis à Disney World. Nous, quand on va à Disney World, on est triste de rentrer chez nous. Toi, quand tu pars en vacances, tu es contente de rentrer chez toi. Tu vis à Disney World. C'est quand même incroyable. Et ouais, c'est ce qu'on disait à tout le monde, c'est qu'en fait, nous, quand on venait en vacances ici, on rentrait en France. Moi, c'était limite, mais honnêtement, en dépression. On était vidés, on n'était pas bien. Pour nous, on n'était pas chez nous. Chez nous, c'était en vacances. Tout le monde disait, oh, mais c'est normal, vous venez de vacances. Non, parce que quand j'allais en vacances ailleurs dans le monde, des endroits magnifiques, je rentrais de mes vacances, je retournais à mes occupations, et voilà, les vacances, c'était bien, c'était cool. Je vais faire un album photo, sans plus. Super, on y retournera. Mais de rentrer de la Floride, c'était complètement différent. C'était pas le même sentiment. Même les enfants, je voyais, on était vraiment, vraiment pas bien. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on part en vacances, ça peut être n'importe où dans le monde. On est presque pressé de rentrer à la maison. Quand les vacances sont finies, c'est allez, on rentre. On arrive à la maison, on fait ah, on est bien chez soi. Il y a Diana qui nous demande. On n'a pas envie de partir en vacances. Bah, tu m'étonnes. Diana nous demande du coup, vous en êtes où de la green card? Ça rejoint une question de Rémi qui dit est-ce que vous avez toujours le visa entrepreneur ou ça y est, vous avez passé la green card, la fameuse carte verte? On est passé le level au-dessus. Ah donc ça y est, là, vous êtes citoyen américain. On n'est pas citoyen américain, attention. Ah non? Il y a 3 levels. C'est visa. Donc ça, c'est visa, tu es considéré comme résident non permanent. Ensuite, tu as la green card. Tu es résident permanent. Et ensuite, tu es citoyen. Là, c'est vraiment américain. Et là, on parle même plus de résident. Tu es vraiment citoyen américain où tu as le droit de vote, etc. Nous, pour l'instant, on est au niveau 2. On a la green card, c'est-à-dire qu'on a le droit de rester aux États-Unis en tant que résident permanent. À l'aéroport, on passe avec les Américains qui ont le passeport américain. Et on a maintenant la green card depuis... ça fait maintenant un an ou 2 ans. 2 ans maintenant, presque. Et alors, j'ai mis le commentaire de Sandrine qui dit « Je comprends tout à fait ton sentiment quand tu rentres en France. Moi, je ne me suis toujours pas remise de mon voyage d'il y a un an. Mais bien sûr, je ne peux dire ça à personne de mon entourage. Ils ne comprendraient jamais. » C'est vrai que quand on est passionné, et il faut l'avoir vécu, le voyage à Walt Disney World, pour comprendre ce que ça fait de rentrer. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, évidemment. Et Rémi, il dit, lui qui vit au Portugal avec sa famille, et ben lui, ça fait pareil. Quand il remonte en France, il a le même spleen de rentrer en France.
Il y a une question d'Amélie qui nous demande comment fonctionne le système de communauté dont on entend parler dans les films et séries TV. Avant de répondre à cette question, juste, tu disais que donc là, vous avez la green card et ensuite, il y a le 3e level. Vous devez, alors comment ça fonctionne? Vous devez passer un examen, il y a, que c'est contrôlé. Comment ils contrôlent ça, le gouvernement américain, les autorités américaines? Alors donc, le visa, c'est un dossier d'immigration qu'on dépose avec un avocat. Après, pour la green card, il y a différentes façons de l'avoir, mais c'est aussi un dossier à déposer. Et ensuite, par rapport à ça, quand on a la green card, donc quand on part de ce niveau-là, qu'on l'ait gagné ou qu'on l'ait eu avec dossier, qu'on l'ait acheté entre guillemets, comme on dit ici, parce que c'est un coût. À ce niveau-là, il faut demander à être citoyen américain. Et là, par contre, c'est un entretien, c'est comme un diplôme en fait, parce qu'il y a un entretien avec un agent fédéral. C'est des questions, donc on vous propose des livres pour réviser, c'est un examen. Et là, c'est beaucoup de questions sur, en fait, on va vous demander qui est le président américain, qui est le responsable de la Chambre du commerce, de je sais pas quoi, plein de questions sur la politique, sur les États-Unis, sur l'histoire des États-Unis, sur le fonctionnement, sur les lois. C'est un examen. Et bien sûr en anglais pour voir votre niveau d'anglais en même temps. Ouais. Très bien. Et donc, on va répondre maintenant à la question d'Amélie. Comment fonctionne le système de communauté qu'on voit dans les films et les séries? Alors, les communautés, en fait, c'est plus des petites villes. Et comme je disais, généralement, les communautés, ce sont des communautés fermées. Donc, il y a un portail à l'entrée avec un garde qui est là. Et chaque communauté a ses frais différents par rapport à ce qu'elle apporte. Donc, il peut y avoir une piscine communautaire, une salle de gym, il y a des activités. Nous, par exemple, Célébration, c'est une communauté ouverte. Je pense que c'est même une des seules. Voilà, c'est une des seules qui est ouverte. Toutes les autres ont une porte fermée avec un accès, avec un garde. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on paye pour avoir ce qu'on appelle des amenities, c'est-à-dire des bénéfices qui sont seulement pour les résidents. Donc, nous, par exemple, on a plusieurs piscines, on a une salle de sport, on a des animations comme des concerts, on a des fêtes, il faut venir des food trucks, on a des fêtes pour le 4 juillet, il y a des représentations, des cinémas en plein air, des choses comme ça. Et tout ça, à chaque fois, c'est fait que pour les résidents. Il y a certaines communautés qui ont même des restaurants qui sont que pour les résidents. Et en fait, on doit payer des frais mensuels, mais on a le droit d'avoir toutes ces activités en tant que résident. Voilà, tout simplement. Ok, très très bien. Il y a une question de Cédric. Le petit dernier est né sur le territoire américain. Si c'est le cas, n'obtient-il pas, lui, automatiquement la citoyenneté américaine? Parce qu'effectivement, vous le voyez dans le studio, on a mis une belle photo de famille et tu portes dans les bras ton petit dernier qui est né sur le sol américain, lui. Bah, il est américain, oui. Il a son joli passeport avec l'aigle dessus. Hein. On est bien jaloux. Hein. Il a eu son passeport américain, je pense, en 3 secondes et demie. On était tellement choqués avec le passeport dans la main, avec mon mari a commencé à un peu l'insulter, hein, en disant mais pourquoi tu l'as aussi vite, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben oui, il est né à Célébration, à l'hôpital de Célébration, et donc il est américain de sol, automatiquement. Donc on lui a fait faire son passeport, voilà. Franchement, en 3 secondes, on avait fait son passeport. C'est fou. Il peut aussi avoir le passeport français, comme il faut qu'il y ait un parent ou 2 français, donc là, on a les 2 parents français. Par contre, il faut faire la demande, il faut qu'on aille à l'ambassade. L'ambassade se trouvant à Miami, qui est à 4 heures de route, nous avons eu un peu la flemme jusque-là, pour être honnête. Mais voilà, à partir du moment où on fait la demande, il aura les 2 passeports et la double nationalité automatiquement. Ok. Très, très Pour l'instant, il n'est qu'américain. Ouais, non, mais c'est bon à savoir. Enfin, c'est cool du coup. Alors, je parlais de la photo de famille qui est accrochée dans le studio. Les plus observateurs ont remarqué que sur la table se trouve également un petit sac. Le petit sac My Happy Place. Alors, My Happy Place, c'est une société que tu as créée
aux États-Unis, donc, et toujours en rapport avec Disney. Évidemment, on va en parler, on va en toucher 2-3 mots également. Parle-nous de My Happy Place. Alors, tu nous disais avoir monté un business plan pour ouvrir une boutique de bijoux avec des fournisseurs, Ah oui, des marques. voilà, des marques, mais tu as eu envie ensuite de créer ta propre marque. Exactement. Qui a été d'ailleurs vendu dans mon magasin pendant un petit temps, forcément. Je me suis demandé à moi-même l'autorisation. Je suis sympa, je me suis dit oui. Donc oui, non, en fait, mais c'est parti tout simplement d'une idée que j'ai eue parce que quand on venait justement en vacances ici et qu'on retournait au travail, j'avais toujours besoin d'une petite connexion, de quelque chose qui me rappelait la Floride parce que j'étais vraiment en manque. Et ne pouvant pas porter un t-shirt Mickey ou des oreilles de Mickey toute la journée au boulot, étant en contact quand même avec des clients qui ne comprenaient pas forcément tous, il me fallait quelque chose d'un peu plus subtil. Donc j'ai fait les magasins partout ici, à Walt Disney World et autour, et la seule chose que j'ai pu trouver d'assez subtil, c'était la carte de la Floride en collier, un petit collier doré avec la forme de la Floride que j'ai porté ensuite pendant des mois et des mois, que j'ai trouvé d'ailleurs dans la boutique qui est devenue ma boutique après. Donc assez marrant. Et donc j'ai repensé à ça une fois qu'on était installé ici en me disant mais qu'est-ce qu'on pourrait porter sur soi tous les jours, même au travail, qui ne serait pas forcément visible, mais nous on sache vraiment ce que ça veut dire. Il y a un message derrière et c'est vraiment l'endroit, notre happy place. L'endroit où on a envie de retourner, de passer nos vacances et peut-être même de vivre un jour. Et du coup, j'ai pensé justement à la notion d'endroit, vraiment de localisation. Et c'est là que j'ai pensé donc aux coordonnées GPS et que j'ai créé donc une ligne de bijoux avec les coordonnées GPS des parcs Disney. Donc, on a les parcs Disney dans le monde, il y a aussi Disneyland Paris, il y a aussi Disneyland en Californie, il y a Walt Disney World donc avec les 4 parcs et les parcs aquatiques. Et donc, j'ai lancé ça je crois que ça fait 1 an et demi à peu près. Et du coup, voilà, avec le website et tout ça. Puis, on travaille avec des Instagrammeuses américaines, donc c'est super intéressant aussi. Et puis, voilà, ça marche bien. On a toute une communauté de fans qui nous suit. Donc, c'est super sympa de faire quelque chose en rapport avec Disney, en fait. Bah oui, non, c'est cool, c'est très très cool. Et ça fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne très bien, ouais. Ouais, ça fonctionne bien. Et puis justement, comme je disais, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages en fait en me disant mais c'est parfait parce que moi je suis instite, infirmière, etc. Et je trouve jamais rien pour avoir un petit bout de Disney avec moi. Et ils me disent je porte mon bracelet tous les jours. Il y en a qui me disent je leur fais des bisous. Donc voilà, parce que même s'ils habitent aux États-Unis, c'est très grand les États-Unis. Donc il y a des gens qui habitent dans d'autres États qui ne viennent pas non plus tous les jours, qui viennent peut-être moins que certains Français. Donc ça leur manque aussi. Ils ont le même rapport à Disney. Il y a vraiment une relation très forte avec le parc et tout ce qui est Disney. Donc ils ont ce même manque et ce même besoin de connexion. Et voilà pourquoi ça marche très bien aussi dans la communauté de fans Disney. On se comprend. Et d'ailleurs, quand on parle de communauté, j'espère que je dis pas de bêtises parce qu'on est en direct, mais le code est toujours valable pour les auditeurs? Oui, bien sûr. Il l'est. Bon, et alors je sais plus ce que c'était comme code, mais il faudra qu'on le remette pour. Je vais regarder après et je te le redonnerai. Voilà. Ouais. Super, parce qu'effectivement, Fanny vous fait gentiment profiter d'une réduction si vous passez commande sur My Happy Place. Les bijoux sont vraiment magnifiques. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour sur le site internet myhappyplacedesign.com. Vous allez voir, la variété de bijoux est vraiment magnifique. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On va prendre encore quelques questions à la volée. Il y a Diana qui nous dit ils sont très beaux ces bijoux et je suis d'accord avec elle. Cédric, est-ce que vous avez encore gardé des business en France ou vous n'avez vraiment plus du tout d'attachement autre que familier avec votre passé? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand justement on s'installe aux États-Unis, au niveau imposition, on vous demande de vous détacher de tout ce qui est business en France. Donc, mon mari est resté pendant quelque temps
pour aider sa société une fois qu'il l'avait vendue à continuer. Donc il est resté consultant pendant quelques mois, ça on peut, mais être vraiment avoir une entreprise en France. D'ailleurs, ça peut l'être pour quelques visas, parce que je sais qu'on a un ami qui a une entreprise en France et qui a justement fait une succursale ici aux États-Unis. Donc ça, c'est son visa. Donc là, il est obligé justement de garder son entreprise en France et même de la gérer. Mais autrement, normalement, non, on doit se mettre à 100% ici aux États-Unis et on doit normalement tout laisser en France. Et je vais prolonger la question, donc plus de business en France, mais est-ce que, puisque vous avez l'esprit d'entreprise, il y a d'autres business qui vont se développer aux États-Unis? Certainement, oui. On a des idées tous les jours. Avec Bruno, il faut pas être au petit-déj avec nous le matin parce que ça fuse dans tous les sens. Alors, il n'y a pas tout qui se réalise, bien sûr, mais alors j'ai une idée. Ah, mais on devrait faire ça. Oh, mais non, viens, on fait ça. Et puis, même, il y a des choses qui sont venues, on n'aurait jamais même pensé les faire, parce qu'il y a des opportunités, justement, qui arrivent. Donc, c'est vrai que nous, en ce moment, par exemple, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'immobilier, parce que l'immobilier, ici, c'est juste de la folie. Donc, c'est plutôt le côté de Bruno. Moi, je suis son assistante sur certaines choses, mais il fait beaucoup de construction, il fait beaucoup de rénovation. On regarde beaucoup sur les maisons où on trouve qu'il y a des choses à faire, parce que il faut savoir aussi, en apprenant le marché américain et en apprenant à connaître les Américains, il faut savoir qu'ils aiment bien arriver sur des produits qui sont déjà finis, où on a juste plus qu'à poser ses valises. Comme ils travaillent beaucoup aussi, ils n'ont pas forcément le temps de suivre les travaux, et ils n'ont pas le temps d'avoir une maison en travaux. Donc quand ils achètent, il faut que tout soit prêt, tout décoré. Donc en apprenant ça, on s'est mis aussi dans ce business-là de trouver des maisons qui avaient soit besoin de gros travaux, soit juste besoin un peu d'amour aussi dedans, parce que voilà, nous du coup on ne vit pas dedans, donc on a le temps de faire des travaux dedans et ensuite on les revend. Donc ça, on en a fait pas mal. Voilà, l'immobilier dans des endroits aussi prestigieux où on est sûr qu'après ça va prendre beaucoup de valeur. Donc c'est aussi apprendre les endroits qui fonctionnent au niveau de l'immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est venu ici, qu'on n'aurait pas pensé faire au départ. Et en fait, au fur et à mesure, en apprenant tout ça, on s'est mis dans ce business-là aussi qui fonctionne très bien. Donc, voilà, alors tu dis, tu revends, mais est-ce que, je vais poser une question intéressée, puisque beaucoup de ceux qui nous écoutent sont de futurs voyageurs à Walt Disney World. Est-ce que vous avez des biens en location à proposer pour les Français qui voudraient passer quelques jours autour de Walt Disney World? Alors, en location, non. On a tenté à un moment, mais on a arrêté parce que c'était pas notre truc. La gestion au jour le jour des clients sur place, non. Donc, ça, on a abandonné. On avait une très belle propriété historique près de la plage à New Smyrna Beach. Et on avait tenté de le faire. Et en fait, on a eu une proposition pour la vendre juste derrière qui était intéressante. Donc, on s'en est séparés. Mais non, on n'a pas de location. On vend des biens si des gens cherchent des biens immobiliers, mais là pour faire de la location longue durée, donc ce serait pas pour les vacances pour y venir, mais ce serait pour avoir un bien sur place. Ça, on en a quelques-uns qui restent. Et après, sinon, on fait plutôt dans les belles maisons, dans les grosses propriétés, dans des endroits assez VIP, on va dire. Très bien. Non, mais c'est vrai que des personnes pourraient être intéressées. Vous contactez Fanny, soit par notre intermédiaire ou directement sur sa page Disney USA pour les renseignements. Il y a Rémi qui nous demande, est-ce que si on a une entreprise en Europe, est-ce qu'on peut ouvrir une succursale en Floride facilement? Alors facilement, je ne sais pas. Je sais que c'est possible. Et encore une fois, c'est plutôt un avocat d'immigration qui vous le dira, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça dépend quelle activité. Voilà, il y a plein de choses. Facile, je ne sais pas. Possible, certainement. Très bien. En tout cas, Laura dit que si tu as d'autres business en vue et que tu as besoin d'employés, elle se porte volontaire. Merci. J'ai eu beaucoup de demandes comme ça. J'ai eu des demandes aussi, des gens qui voulaient que je les adopte aussi. Cédric qui nous dit juste un petit message pour remercier Fanny pour ses réponses sans tabou et sa sympathie. Voilà, c'est vrai que c'est super d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur votre vie aux États-Unis. On n'a quasiment pas parlé de Disney finalement dans cet épisode, mais on va quand même y venir quelques minutes.
t'habites à, tu nous disais, 10 minutes de Disney. Du coup, est-ce que, allez, la question que tout le monde te pose, je connais la réponse, mais je vais te la poser quand même. Tu vas souvent à Disney? Bah, la première, c'est celle-là. Est-ce que tu vas souvent à Disney? Et c'est surtout, mais tu te lasses pas de Disney? Oh, bah, donc, est-ce que tu vas sur un Disney? Oui. Est-ce que tu te laves de Disney? Non. Non, non, non. On était encore à Disney Springs pour le lunch. On a été à Epcot avant-hier. Non, jamais. On est des vrais fans Disney. On adore non seulement les parcs, mais pas seulement que les rides. De toute façon, on le voit dans les podcasts. Hein, j'ai Nils qui est fou des rides et tout ça avec Alain. Ils en peuvent plus. Moi, si je vais juste pour me balader et boire un café, ça me suffit, quoi. C'est l'ambiance, je suis à l'affût des nouvelles choses. Tiens, ils ont changé ça. Mon mari regarde les travaux de peinture, comment ça a avancé. Il regarde les gens qui travaillent. Dès qu'il y a un casque quelque part, il leur court derrière pour regarder ce qu'ils sont en train de faire comme rénovation. Il y a plein d'autres aspects, en fait, de Disney qu'on adore. Et on peut passer une journée sans faire un seul ride et sans faire une seule attraction. Juste en se promenant dans les parcs. Ça nous arrive d'aller juste se promener même dans les hôtels. C'est viens, on va dans tel hôtel, on va se boire un café, voilà, parce que c'est juste, on a tellement voulu ça déjà que c'est un rêve. Qui n'a pas envie là d'aller se dire, bah tiens, je vais à Typhoon Lagoon cet après-midi ou je vais manger à Disney Springs ce soir. Franchement, honnêtement, on l'a eu. Moi, je rentrais de vacances, j'allais voir des photos des parcs aquatiques sur mon ordinateur en disant j'ouvre le courrier, hein, je paye les factures. Et j'étais en fait en train de regarder des vidéos de Walt Disney World en rêvant d'y retourner alors que j'avais encore les cheveux qui sentaient de la piscine de la veille, quoi. C'est un attachement à Disney et puis on y va souvent, oui, et voilà. Et l'anecdote, le truc, franchement, honnêtement, on s'en est rendu compte en habitant ici, le truc le plus cool, on habite tellement près des parcs qu'on n'a pas besoin de regarder l'heure le soir parce qu'on entend les feux d'artifice à la maison. Mais ça, c'est génial. Génial. Et juste magique, la première fois qu'on était en train de cuisiner, le premier jour où on est arrivé, qu'on a entendu les feux d'artifice à la maison, on a dit ouais, non, c'est pas vrai, on entend les feux de la maison, quoi. C'est le truc, on se dit on est vraiment, vraiment proche. C'est génial, c'est génial. Et tu partages tout ça du coup sur tes réseaux, notamment sur ta page Facebook Disney USA. Donc régulièrement, toi qui es dans les parcs, eh bien tu proposes des petits quiz. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est ça là? Exactement, c'est sur la page Disney USA. Et puis tu partages aussi le merchandising qui est proposé dans les parcs. Voilà, les bons plans. Tu es jamais avare d'astuces pour ceux qui préparent leur séjour à Walt Disney World. Donc merci pour ça, merci pour ta participation régulière à ce podcast, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est pas toujours évident, mais tu es toujours volontaire pour venir partager tes bons plans, tes astuces. D'ailleurs, en parlant de bons plans, on disait tout à l'heure, je te posais la question de savoir si vous proposiez des biens à la location. La réponse est non, mais je crois savoir que si des personnes ont besoin de scooters électriques, là, tu peux leur proposer un bon plan. Très bon plan. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des opportunités, justement. J'ai aujourd'hui 2 grands enfants, donc j'ai le petit qui a 2 ans, mais j'ai 2 grands enfants donc, qui sont installés en même temps avec nous, qui ont 21 ans et 19 ans maintenant. Le plus grand a racheté une entreprise de location de scooters, donc c'est les petits scooters pour personnes à mobilité réduite qu'on voit dans les parcs, et il est maintenant accompagné de son frère, donc mon deuxième, qui l'aide au marketing et qui essaye justement de développer tout ce qui est poussette, location de poussettes, parce qu'il y a de plus en plus de demandes aujourd'hui, donc ça c'est quelque chose qu'on commence aussi à faire. Et donc oui, si vous avez besoin de ça, alors à l'époque, quand je venais, je pensais que c'était que pour vraiment les personnes en surpoids, etc. Mais non, en fait, ce qu'on ne pense pas et qu'on a appris justement avec ce business-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, par exemple, respiratoires, des problèmes de genoux, de chirurgie, des femmes enceintes, beaucoup de personnes, des personnes âgées. Il y a plein de raisons qui font qu'on puisse avoir besoin d'un scooter, donc d'une petite chaise roulante motorisée. Voilà, donc ils font de la location aussi de chaises roulantes régulières et aussi de poussettes. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, parce que du coup ça fait aussi un contact en français si vous demandez à parler à Luca ou à Maxime et ils vous aideront justement pour le meilleur choix. Juste vraiment pour enfoncer le clou. Ce qui est vrai aussi, c'est que si vous cherchez ça sur les réseaux sociaux, vous allez de toute façon tomber sur eux, je pense, en premier. Mais il y a une société qui fait ça, qui loue directement à Disney.
ne tombez juste pas dans le piège, c'est mon petit truc, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a des gens qui se sont fait, entre guillemets, avoir parce qu'ils n'y ont pas pensé. Quand vous louez dans les parcs, ça veut dire que vous louez en arrivant au parc, mais quand vous repartez du parc, vous devez laisser soit votre poussette, soit votre scooter. Donc, si vous voulez aller au restaurant le soir, vous balader dans l'hôtel ou même faire une journée ailleurs au mall ou quoi que ce soit, vous n'en avez plus. Donc ça, c'est un gros désavantage. Alors que avec la société gérée par mes fils, là, vous pouvez le garder tout le temps de votre séjour. C'est à vous pour tout le temps du séjour. Même si vous allez après en croisière sur une Disney Cruise Line, vous pouvez le prendre avec, il n'y a pas de souci. Pareil pour la poussette. Donc, vous embêtez pas. C'est beaucoup plus pratique. Et ben voilà, c'est Gold Mobility Scooter. Voilà, on a passé le message. Si jamais vous avez besoin d'une petite chaise, d'un scooter électrique, passez par là. C'est toujours l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un interlocuteur français. Donc, c'est toujours bien pour les personnes qui ont parfois des difficultés à parler en anglais. Avant de se quitter, je voulais juste faire un petit point parce que on a très peu parlé de Disney, mais quand même, on a appris cette semaine, au moment où on enregistre, les dates du Food & Wine Festival. Le Food & Wine Festival, vous le savez, c'est ce festival à Epcot qui vous propose une trentaine de stands culinaires répartis à travers le parc Epcot. Et ça commencera le 20. J'ai pas mon anti-sèche. Je vais juste vérifier, pas dire de bêtises. Les dates sur les images? Non. Il me semble que c'est le 29 août que ça commence. Oui, c'est ça, le 29 août jusqu'au 23 novembre, le Food & Wine Festival 2024. Et ça commence relativement tard par rapport à d'habitude, parce que d'habitude, dès le mois de juillet, le Food & Wine Festival est lancé. Et alors, c'est assez surprenant parce que le Food & Wine est retardé et le Flower & Garden est raccourci. Et j'ai l'impression que Disney va nous annoncer prochainement un événement pour les mois de juin, juillet, août. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny. Peut-être, c'est possible. Peut-être qu'ils travaillent sur un nouveau festival. Donc, en fait, ça fonctionne tellement bien, les festivals, que ça ne m'étonnerait pas d'en avoir un autre. Après, c'est vrai que déjà, ils les ont rallongés par rapport à quelques années en arrière. C'était pas aussi long avant. Maintenant, le Food & Wine, il dure septembre, octobre, novembre, il dure presque 3 mois. C'était pas le cas au début, mais ça fonctionne tellement bien que pourquoi s'en priver, hein. Tout à fait. Donc voilà, le Food & Wine Festival qui revient à partir du 29 août. On voulait vous passer cette petite info. Merci en tout cas, Fanny, d'avoir été présente ce soir pour nous parler de ta vie en Floride, à 10 minutes des parcs de Walt Disney World. C'est toujours passionnant. Salut Bruno, les enfants de notre part. Et puis, si ils veulent venir un jour parler dans le micro dans le podcast, ils sont les bienvenus. Après, tu aurais beaucoup d'infos sur Disneyland Paris aussi avec mon mari, parce qu'il a quand même bossé en tant qu'entreprise extérieure pendant 16 ans avec Disneyland Paris, donc il aurait des choses à raconter aussi. On va se prévoir ça pour la saison 5 de GoWDW, le podcast. C'est toujours sympa de varier les sujets. C'est vrai qu'on aime beaucoup parler de Walt Disney World, mais vu le nombre de questions que les gens te posaient sur ta vie en Floride, ça nous a paru sympa d'enregistrer un petit épisode là-dessus. Et puis, qui plus est, en direct, c'est toujours très sympa de pouvoir discuter avec nos auditeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai pas dit trop de bêtises. Hein. Jamais. D'ailleurs, en parlant de bêtises, j'allais quand même stopper cet épisode sans saluer l'équipe habituelle. Au moment où on enregistre ce podcast, Eve est en Californie. Devinez où, hein, on donne pas d'indice, mais évidemment il y aura un petit passage par Disneyland au programme. Alain essaye de payer son futur voyage aux États-Unis en jouant au poker, et Nils est en train de tester Voltron à Europa Park. Vous voyez, des gens investis dans le monde des parcs d'attractions. Et c'est pour la bonne cause, c'est pour toujours mieux vous renseigner dans GoWDW, le podcast. Merci à vous d'avoir été présents. Merci Sophie, merci Laura, merci Rémi, merci Olivier, merci Diana, merci Cédric. Je ne vais pas tous les faire parce que je vais en oublier et je ne veux frustrer personne. Merci à toi, Fanny. On dit merci à tous, comme ça, tu n'oublies personne. Exactement. Merci de nous avoir suivis, et puis merci pour vos questions, et puis vous pouvez continuer même à me poser des questions. Je suis toujours ravie d'y répondre, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Merci Fanny. Merci beaucoup.
Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.